Et voilà. Salut Benjamin. Bonjour Benjamin. Je vois qu'il y a Eva qui est là, Stéphane aussi. Il y en a quelques-uns qui devraient arriver. Bon, bah, classique, le classique des lives. On va attendre 5 minutes avant de pouvoir lancer le vif du sujet. Salut Eva. Alors là, cette fois-ci, pour ceux qui ont l'habitude de faire des lives modulo, on a changé le format pour que vous puissiez intervenir. Vu que là, c'est un atelier en interne, on va être une dizaine au max. L'idée, c'est que vous puissiez partager aussi des docs. J'aimerais bien aussi qu'on partage un peu des CV. On va aussi organiser ça avec Yann. Une moitié un peu présentation et une autre moitié qui va être vraiment sur commenter des CV pour les booster. Donc, être beaucoup dans du cas concret, finalement. Hop. Et voilà. Ok, trop bien. Donc, là, on est 5. Il y a Benjamin, Stéphane. Je sais qu'il y a Christophe, Adam, Sandra. Ok. Trop bien. Bon, juste pour resituer, puis je vais te présenter un petit peu Yann, pour ceux qui sont là. Bon, là, c'est le premier atelier, entre guillemets, employabilité qu'on fait, donc en interne chez Modulo, qui est une série d'ateliers qu'on va faire pour vraiment donner du concret sur l'employabilité. Donc là, le premier qu'on fait, c'est sur le CV, qu'on va sûrement refaire par la suite. Et derrière, on en fera sur les entretiens, peut-être les lettres de motivation, sur LinkedIn, pourquoi pas, le premier entretien, peut-être des aspects un peu plus marketing et celles sur comment postuler et faire en sorte de maximiser ses chances d'avoir une réponse. Ça, c'est ultra concret et c'est une série d'ateliers qu'on va faire qui vont être plus tournés vers l'interne et l'interaction. D'habitude, on fait des lives avec des experts où on parle à deux et tout le monde peut commenter, mais c'est plutôt un chat. Là, c'est plus interactif. Et donc, pour le premier, je suis très content de t'accueillir, Yann. Donc, pour ceux qui sont là, Yann, c'est un spécialiste du recrutement et de l'expérience candidat, qui a eu pas mal d'expérience, qui a fait une école de recruteur et qui a eu pas mal d'expérience en recrutement. Du coup, je vais peut-être te laisser te présenter, Yann, c'est plus Ouais. simple. Du coup, moi, pour expliquer mon parcours un petit peu vite fait, j'ai voulu commencer le recrutement il y a 12 ans à peu près, par une formation en ressources humaines, comme un peu tout le monde l'imagine en règle générale. Les recruteurs font des RH. Et moi, ça ne m'avait pas du tout apporté ce que j'attendais de ce point de vue-là, du point de vue recrutement. C'était très pauvre. Donc, j'ai mis un petit peu le projet entre parenthèses et j'ai pu rejoindre une école qui s'appelle l'école du recrutement, donc qui porte bien son nom, spécialisée sur le recrutement. Et aujourd'hui, je travaille en tant que recruteur à mon compte. J'ai travaillé dans des cabinets, j'ai travaillé dans l'intérim, j'ai travaillé chez des grands groupes comme Free Mobile, par exemple. Et je suis là aujourd'hui pour vous filer quelques conseils par rapport au CV, histoire de le rendre un peu plus impactant. Alors, je préviens tout de suite, le grand problème du recrutement, c'est qu'il n'y a comment dire, aucune base commune. Tout le monde fait un peu comme il a envie. Donc, il y a toujours 15 000 versions de faire les CV, etc. Il y en a un qui veulent la formation en premier. Donc là, on va essayer d'avoir des choses qui s'appliquent dans tous les cas. Quel que soit le recruteur qui est en face de vous, parce que c'est ça la problématique, c'est que forcément, quand on fait un CV, on n'est pas sûr que la personne en face de nous va apprécier ça. Ouais. Voilà. Carrément. Et puis en plus, pour rebondir là-dessus, c'est que la plupart des recruteurs, notamment des recruteurs IT, ils n'ont pas un fond tech. Donc, ils ont une surcouche un peu technique qui a été mise sur le tard, mais ils ont quand même des réflexes de recrutement RH classiques et il y a des recettes qui marchent quand même. Bon. Tout à fait. Et donc là, alors, je vais partager un document que j'ai créé, que on va vous donner. Hop, une fenêtre. Alors, tac, tac, partager. Est-ce qu'on on voit bien la fenêtre ou pas? Chez moi, ouais. Ouais, ok, top. Euh, alors du coup, Yann, si tu peux me dire, parce que là, du coup, je peux pas voir. Sinon, ça va faire ça. S'il y Tu a dans veux le que je te chat. lise les questions? Ils disent Euh, oui. c- Voilà. ouais, top. Donc ouais, alors là, du coup, j'ai fait un document Notion qu'on va vous donner à la fin de l'intervention, qui, grosso modo, alors pareil, moi, j'ai fait pas mal de recrutement dans mes anciennes boîtes où je devais recruter des équipes. Donc
le CV, ça avait une importance. Mais j'ai pas l'expérience de Yann, évidemment, qui est vraiment lui un expert. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pris pas mal d'interventions de personnes qui sont spécialistes de recruteurs, de développeurs, notamment de développeurs juniors. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai pris tous les tips qui pouvaient exister. Enfin, tous. C'est peut-être pas aller jusque-là, mais j'en ai pris pas mal qui se recoupaient et j'ai fait un document qui résume tout ça. Donc là, l'idée, c'est que pour commencer, on fasse une première session qui prenne à peu près la moitié du temps, peut-être un peu moins, j'imagine un peu moins, et que on présente un peu tout ce qui doit être dans un CV pour un développeur junior particulièrement. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que on survole, mais si vous avez des questions et si on doit rentrer sur un sujet, on rentre sur le sujet. Ensuite, attendez, je sais comment je vais faire pour pas avoir de soucis. Ensuite, là, c'est le format, comme je disais au début, il est un peu différent d'habitude, donc vous pouvez intervenir avec la voix. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous semble pertinent. Et donc, Yann ne va pas hésiter à donner des informations sur les différentes rubriques. Et à la fin, l'idée serait qu'on prenne un ou deux CV et qu'on les commente en direct pour les booster et donner du vrai concret avec ce que vous avez. Alors, je sais comment je vais faire pour partager mon écran et que ce soit plus lisible. Tac. Partager. Donc là, on est 8, donc c'est parfait. On va pouvoir lancer une fenêtre. Hop, hop. Et donc là, normalement, là, vous voyez la même page, ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Top. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se lance et que du coup, je vous explique un peu comment j'ai fait le document. Et puis, Yann, n'hésite pas à m'interrompre, évidemment. Alors, j'ai fait une première introduction, donc le sommaire. Je fais une introduction sur comprendre le marché aujourd'hui et comprendre le recruteur. Parce qu'en fait, le CV, c'est pas mal d'empathie. C'est comprendre comment la personne qui va nous recruter réagit, fonctionne sur ce marché-là et quels outils ils utilisent, enfin, en tout cas, les techniques qu'ils utilisent. Ensuite, on rentrera dans vraiment du concret avec toutes les informations et les sections qui doivent être sur le CV d'un développeur junior, avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un petit point design parce que ça montre pas mal de choses et des outils, mais ça, je vous le laisserai peut-être pour chez vous si vous avez besoin de remodifier votre CV. Et une petite conclusion. Alors, pour commencer, le CV, il a un seul objectif. C'est faire décrocher un premier entretien. C'est pas un CV qui va vous faire avoir un job. C'est le CV qui va vous faire ressortir de la masse, qui va vous mettre au premier plan et qui va vous permettre d'avoir un entretien. Après, c'est le début du chemin. Il y aura autre chose après. Il y aura potentiellement des tests techniques, des entretiens physiques ou en tout cas en visio qui permettront d'aller plus loin dans le process. Mais le CV, c'est pas son objectif. Le CV, c'est d'ouvrir la première porte. Donc pour ça, il faut mettre un maximum de pertinence et de cohérence dans ce CV. Donc, que ce soit super lisible pour un recruteur. Donc pour ça, beaucoup d'empathie, on se met à la place de son interlocuteur et on essaie d'apporter une bonne réponse à l'offre. Concernant l'empathie, je pense qu'une des erreurs principales que font les gens sur leur CV, c'est de pas assez expliquer ce qu'ils ont fait concrètement. Du coup, quand la personne connaît pas ton métier ou ce que tu fais exactement, c'est parfois difficile de se projeter sur est-ce qu'elle correspond vraiment au rôle ou pas. Et là, du coup, je vais parler de mon point de vue. On va faire le tri des CV en fonction de leur pertinence. Donc, si un CV, je me dis, ah ok, lui, c'est sûr qu'il a fait ce que je voulais qu'il fasse, je le mets dans telle pile. J'ai ma pile des CV qui sont ok, la pile des CV de, je sais pas, il faut que j'approfondisse, et la pile des CV, non, ça correspond pas. Donc, l'idée, c'est d'arriver dans cette première pile, forcément, d'être dans la pile des gens à contacter. Parce que la pile de je sais pas, je l'active que en fait si ma première pile elle m'a pas donné satisfaction, etc., que je dois un petit peu élargir mon pipe de candidats, mais sinon elle est un peu morte entre guillemets. Donc l'idée c'est vraiment du CV, c'est d'être le plus clair possible pour qu'une personne qui ne connaisse pas forcément le métier puisse comprendre ce que vous avez fait et avec les mots-clés qu'elle a pu avoir, savoir si vous allez correspondre sur le job ou pas.
Ouais, ok. Bah, super intéressant. Donc là, l'objectif, c'est la première pile. Euh, Aujourd'hui, donc là, un peu de contexte. Aujourd'hui, le marché des juniors, donc on le répète souvent chez Modulo, mais le marché, il est vraiment en tension et pas forcément à votre avantage quand vous sortez de formation. Avec l'ensemble des bootcamps, plus les formations universitaires et les développeurs qui sont autodidactes, il y a une estimation qui est entre 5 et 10 000 nouveaux juniors tous les ans. Ça, il y a un robinet qui est ouvert, assez sponsor par Pôle emploi d'ailleurs. Et les entreprises, elles ont du mal à recruter des juniors. Elles cherchent des potentiels, mais parce que c'est difficile de recruter un junior, parce que c'est difficile de déceler un potentiel, elles cherchent des profils qui ont 2-3 ans d'expérience. Mais elles savent pas vraiment recruter. C'est pour ça que parfois vous avez des offres qui sont complètement lunaires avec des demandes pour un junior qui sont plus des demandes pour des confirmés, voire seniors, quoi. Donc le marché, il est pas en votre faveur, mais c'est pas grave. Faut qu'on réussisse à arriver sur cette première pile et qu'on se démarque avec son CV. L'important, du coup, sur un CV, c'est de junior notamment, c'est de montrer son potentiel. Les entreprises qui cherchent des juniors, elles savent que vous avez une base technique, mais qui est ultra commune, donc elles vont pas chercher des compétences. Elles veulent des compétences de base, mais elles vont pas chercher là-dessus. Elles veulent pouvoir déceler un potentiel. Et pour ça, elles veulent que vous puissiez apprendre vite, que vous puissiez soulager les juniors sur place. Mais du coup, elles vont analyser un peu votre CV aussi sur, enfin, votre CV va avoir, ça va être un reflet un peu de votre personnalité qui va être important pour eux. Est-ce que c'est un CV qui est rigoureux? Est-ce que c'est un CV qui est bien organisé? Est-ce que c'est un CV où les informations, elles sont bien mises en avant, par exemple le portfolio? Est-ce que vous avez mis des compétences clés? Les soft skills sont ultra importantes aujourd'hui pour les équipes. Donc ça, c'est super important de montrer ce potentiel. Et un petit point quand même, faut pas désespérer. Les boîtes, elles ont besoin de vous. Aujourd'hui, toutes les équipes, enfin, la plupart des boîtes cherchent à augmenter leur équipe technique. Et avoir un ou deux juniors à fort potentiel, c'est le futur pour eux. Hop, petite question. Le CV plus GitHub, non, ça suffit largement. Justement, avoir un GitHub, c'est une très bonne chose. Le mettre en avant, c'est une très bonne chose. De mon point de vue, moi, pour des juniors, le CV, c'est pas si parlant que ça. Il vaut mieux montrer ce que vous savez faire concrètement plutôt que de laisser un bout de papier pour décider pour vous. Donc, si vous avez un GitHub, un portfolio, c'est hyper important de le mettre vraiment en avant. N'hésitez pas à Carrément. parler des projets sur lesquels vous avez travaillé, même des trucs qui sont d'un point de vue perso, parce que ça va rajouter de la valeur à votre profil. Parce que le problème du CV, c'est qu'on va avoir beaucoup de déclaratifs en règle générale, et le fait d'avoir ce GitHub qui vient backer vos propos, c'est super important. Carrément. Et juste pour étayer un peu le truc, c'est que le GitHub, c'est bien, mais tous les recruteurs sont pas super tech. Donc le portfolio, c'est souvent plus accessible qu'un GitHub. Mm, Et donc, ouais, comme le dit Yann, c'est une des premières choses qu'on doit voir sur un CV. Juste en dessous, pas trop de spoil, mais c'est ce qu'on va dire. C'est une des premières choses qui, comme tu dis, Yann, faut mettre du concret et faut appuyer ce qu'on dit. Le déclaratif, c'est bien, mais ça suffit pas. Et oui, ouais, là, je te rejoins sur le côté, on n'est pas des techs, etc. Moi, la première fois que je me suis retrouvé sur GitHub à recruter, j'étais complètement perdu, hein. La personne m'a envoyé son GitHub. Je fais, ok, il y a des cases vertes, plus ou moins vertes. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Donc, avoir un portfolio, c'est pas mal aussi. Ça facilite comment dire, ça facilite le travail du recruteur de compréhension en fait. Pour des gens qui sont pas du tout dans la tech, ça va vraiment leur faciliter la tâche de comprendre ce que vous faites. Clairement, clairement, clairement. Mais Euh, je ouais, vais, je vais- moi, ce que j'ai fait quand j'étais recruteur junior, c'est qu'en plus de mon CV, j'envoyais toujours un petit doc qui expliquait concrètement ce que je savais faire. J'ai appris telle chose, ça sert à
faire ça. Par exemple, j'ai appris les bases du copywriting. Donc, les bases du copywriting me permettent de faire des annonces de meilleure qualité par rapport à ce qui se fait sur le marché, etc., etc. Et donc, j'avais un document de 7 ou 8 pages comme ça qui faisait un peu l'état de tout ce que j'avais pu apprendre. Et ça permettait à la personne d'en apprendre beaucoup plus sur moi que simplement mon CV. De vraiment me dire, OK, je sais faire ça, je sais faire ça. À quoi ça sert aussi de faire ça? Donc, je pense que c'est pas mal à mettre en avant. Donc, c'est pour ça que j'appuie le portfolio me semble pas mal pertinent en développant ce que vous avez fait dedans, en expliquant votre vision, etc. Je pense que c'est hyper valorisant. Clairement, clairement. Surtout que le format du CV, souvent, c'est une page. Ouais. Donc, c'est ultra condensé. Il faut que ce soit très lisible, très, très pertinent. Et il faut que vous ayez de quoi étayer. Et le portfolio, ouais, il a clairement ce rôle-là. Je reprends donc du coup le recruteur. Et là, t'hésites pas à enchaîner, Yann, parce que c'est vraiment ton côté. Euh, le but d'un recruteur dans l'IT, c'est bon, déjà, il peut être RH ou directement, enfin, le recruteur, ça peut directement être un membre de l'équipe tech, hein, ça peut être même le CTO parfois qui recrute directement. Mais son but, c'est d'apporter encore de la pertinence dans les équipes. Soit si c'est un intermédiaire pour le client final, donc d'apporter le bon candidat qui va matcher avec l'offre proposée, soit pour une équipe en interne. Et du coup, pour que ça rentre bien dans l'équipe en interne, trouver la personne qui pourra bien s'insérer, qui va réussir à bien comprendre les process, qui va vite s'intégrer et qui va vite apporter de la valeur. Euh, c'est pour ça qu'il faut montrer ce potentiel, parce que les développeurs juniors, ils sont là aussi pour soulager les seniors dans leurs tâches, mais surtout, il faut montrer sa capacité à monter en compétences. Évidemment, au départ, vous allez pas apporter beaucoup, mais l'idée, c'est de pouvoir apporter de plus en plus vite, quoi. Et donc, pour ça, les recruteurs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont, alors, en moyenne, dans l'ensemble des articles que j'ai vus, les lives que j'ai vus, 30 secondes par CV. N'hésite pas à me dire si c'est pas le cas. Je pense que ça diffère un peu selon les Alors, recruteurs. cette stat-là, je sais pas d'où elle sort. J'ai l'impression que c'est vraiment une légende urbaine du le recruteur, il a pas le temps de lire votre CV, etc. Et ça vient surtout du fait qu'il y avait un gros manque de formation au niveau des recruteurs, donc les gens font un peu tout et n'importe quoi. Mais je me suis jamais dit, tiens, j'ai 30 secondes pour lire un CV, etc. Quand je reçois un CV, je le lis en entier et je me dis pas, tiens, faut que j'aille vite, etc. Je survole pas particulièrement. Après, c'est vrai, quand tu as 15 000 CV, oui. Mais en général, moi, je vais fouiller justement toutes les infos qu'il y a sur les CV pour voir ce que la personne a pas forcément mis en avant d'elle-même, mais qui ressortent dans le CV. Donc moi, je prends le temps d'étudier les CV à chaque fois. Ça, c'est vraiment alors, il y a un problème dans le recrutement, c'est que le niveau est très faible en France. Donc malheureusement, ça peut vous arriver. Il va falloir en fait jouer avec ces règles du jeu-là. C'est que votre intervenant en face sera pas toujours quelqu'un de très compétent. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de SN quand j'étais candidat. Ça a été les pires recrutements que j'ai pu avoir. Que ce soit quand j'étais côté admin réseau ou en tant que recruteur. Donc, il faut un peu accepter le fait que la personne en face de vous va faire un petit peu comme elle a l'impression qu'elle doit faire, en fait, répéter les choses qu'on lui a dit sans savoir pourquoi elle le fait. Donc, le côté, les 30 secondes, je pense que c'est vrai, malheureusement, mais ça fait pas partie des bonnes pratiques. C'est un peu... c'est tout le côté un peu tricky du recrutement, c'est que il faut donner des bons conseils, mais qui vont aller dans un contexte où on sait qu'il y a beaucoup de biais qui interviennent, il y a des questions discriminantes, etc. Donc, il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Accepter en fait un petit peu que parfois vous ne serez pas évalué à votre juste valeur. Et ça, il faut pas hésiter aussi, si vous arrivez en entretien,
à dire que vous avez l'impression de ne pas avoir été évalué sur telle partie, pour montrer ce que vous savez faire concrètement. Ok, ouais, très bon tip ça. Et effectivement, et c'est pour ça, comme tu dis, il faut jouer avec les règles du jeu et qui sont pas forcément bien. Peut-être que ça va évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, si vous voulez que ça passe, bah, faut se dire qu'il y aura 30 secondes par CV. C'est pas forcément le cas. Si vous avez de la chance, vous pouvez être avec une personne comme Yann qui va prendre le temps de bien étudier le CV, tout ça. Ouais, moi, 10 Mais secondes, ce hein, sera pas plus. 10 secondes, carrément, un gros scan. Et puis voilà. Et ouais, pour enchaîner avec ces peut-être mauvaises pratiques, c'est l'utilisation des logiciels qui scannent, qui font du parsing et qui recherchent les mots-clés pour faire un premier filtre. Mhm. Euh, Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Je pense que ça existe pas mal, notamment pour les recherches candidats. Il faut savoir que quand les offres de junior, pour en avoir parlé avec des CTO, généralement, à peu près, il y a trois. La dernière fois, j'en ai parlé avec deux CTO, ils m'ont dit, bah, il y a en moyenne 300 candidatures sur des juniors, tellement l'offre, elle est en tension, le marché, il est en tension. Mhm. Donc, ça peut arriver aussi que, eh bien, il y a un premier filtre sur les mots-clés, si ils sont présents ou non sur le CV, quoi. Donc, de la lisibilité. Rentrons dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir sur un CV? Donc, plusieurs sections, un format, une page pour chercher un poste en entreprise. Pour en freelance, ça peut changer. Pour échanger avec des chasseurs de freelance, ça peut être plusieurs pages qui détaillent vraiment chaque expérience réalisée. Mais on va rester sur le format un peu classique qui est celui de une page. Alors, premier point, la photo, qui est pas, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Tu pourras peut-être en dire un peu plus, Yann. Mais aujourd'hui, c'est pas obligatoire d'avoir une photo sur un CV. Ça peut humaniser évidemment le CV. Quoi qu'il arrive, faut qu'elle soit professionnelle si vous la mettez. Donc plutôt fond neutre, sourire, et il faut être à l'aise avec. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous en mettez une, il faut bien le faire. Donc un encadré, pas forcément des ombres projetées, vraiment d'une note, quoi. Je sais Mhm. pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Alors, Yann. la photo, moi, je m'en fous complètement si la personne ne met pas de photo. Parce que j'avais fait un post LinkedIn d'ailleurs sur ce sujet-là. Ouais, C'est que la photo, à la base, c'est un truc, c'est purement biaisé, c'est purement raciste, c'est pour pouvoir écarter directement les personnes de couleur, ce genre de choses. Donc là, moi, typiquement, la photo, il y a des entreprises qui m'ont demandé de mettre une photo sur mon CV. Je fais, c'est pas le genre d'entreprise que j'ai envie de rejoindre. Si on prend la tête avec ça, c'est clairement pas le genre d'entreprise que je dois envie de rejoindre. Et sur mon CV actuel, bah, j'ai juste mon petit personnage que j'ai sur LinkedIn, en fait, qui me représente. Donc, vous pouvez mettre, en fait, une photo ou un avatar. Je pense qu'un avatar, ça se démocratise de plus en plus, qui vous représentera peut-être plus qu'une photo où vous ne serez pas à l'aise, etc. Donc, d'avoir un petit truc qui vous différencie en plus, parce qu'il y a peu de gens qui vont avoir cet avatar, ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. ok. Ah ouais, ça j'avais pas trop l'idée d'un avatar, mais c'est vrai que c'est pas mal comme idée. En plus, ça peut te démarquer parce que Mm, mm. c'est pas encore très démocratisé. Et effectivement, Euh, ça. Tac, bah, je vais vous envoyer le site avec lequel je fais mon avatar. Hop, Ouais, bah tiens, mais dans le chat, je l'ai rajouté dans tac, les outils potentiels. hop, 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 voilà. hop. Ok, blush design. Parfait. Donc, les infos de base qu'on cherche quand on est recruteur. Nom, prénom, bien affiché. J'ai mis qui doit marquer le recruteur. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, il faut que ce soit très clair. Mm, mm. Le poste que vous cherchez, ça doit impérativement sauter aux yeux parce que c'est super important. Développeur front-end, mais plus loin, développeur web débutant, full stack Java ou Angular, recherche d'une alternance sur un poste full stack JavaScript. C'est super important, je l'ai mis là, c'est un petit exemple d'un développeur qui s'appelle Géry Dumont, qui a fondé un réseau qui s'appelle Haters et qui a aussi une mission d'aide justement pour l'employabilité. Et lui, c'est comme ça qu'il le fait. Donc ça, c'est super important, ça doit sauter aux yeux. Dès le départ, il faut voir ce pourquoi vous postulez, quoi.
On en parlait juste après, le lien vers les réalisations. Si possible, avec des URL optimisés pour faire un maximum pro et plein de rigueur. C'est facile à faire sur LinkedIn, ça se fait aussi sur GitHub. J'imagine qu'on peut faire un portfolio avec des URL automatisés. Et je leur dis, mais le recruteur n'est pas forcément un technicien, donc c'est pas mal de lui faciliter la tâche avec un portfolio plutôt qu'un GitHub. Mais les deux sont importants. L'endroit et les conditions dans lesquelles vous voulez travailler. Votre adresse, c'est pas ce qui intéresse un recruteur. Ce qu'il veut savoir, c'est votre localité, donc potentiellement juste mettre le code postal et la ville, mais aussi ça peut être où vous voulez travailler et les conditions. Présentiel, full remote, 4/5e, je ne sais pas, mais c'est important de donner un maximum d'informations aux recruteurs. Et enfin, comment vous contacter? Une adresse email pro, si possible avec un style professionnel et un profil LinkedIn qui lui aussi doit être optimisé, mais ce sera l'optimisé d'un autre résumé. Ouais. Le CV et LinkedIn, ça se recoupe, mais je pense qu'on peut faire un autre live sur comment faire un bon profil LinkedIn. Donc, je ne vais pas trop m'épandre là-dessus. Enfin, je ne vais pas trop en parler en tout cas. Donc là, 2 exemples. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Yann, sur ça. Alors, c'est plus par rapport à LinkedIn. Au-delà du CV, LinkedIn, c'est une base de contacts qui est hyper importante, surtout pour des juniors. N'hésitez pas à contacter les gens d'entreprises que vous avez identifiées et ajoutez-les, essayez de discuter avec eux, de vraiment pouvoir leur poser des questions. Et petit à petit, ça va vous créer un réseau. Ces gens vont penser à vous quand ils vont voir ah bah tiens, je connais machin qui recherche un junior pour dans son équipe. Ah bah j'ai Michel qui est venu me parler la dernière fois, il avait l'air pas mal. Tiens, bah, je vais lui demander son CV et transmettre. Et ça va vous créer des opportunités comme ça. Le gros avantage de LinkedIn, c'est ce côté être présent dans la tête des gens, même quand vous n'êtes pas là en fait. Ouais. Ouais, c'est très marketing comme approche. C'est à avoir, c'est un peu la répétition qui fait que le recruteur va penser à vous. Bah, pas forcément la répétition, mais vraiment le côté bah, cette personne, je la connais, j'ai échangé avec. Voilà. L'idéal, si vous y arrivez, c'est de, par exemple, décrocher un déjeuner avec la personne, boire un café, etc., pour aller vraiment lui poser des questions par rapport à votre métier. Parce que je pense que si c'est une entreprise qui vous intéresse, vous avez des questions à lui poser. Et généralement, les gens sont hyper ouverts, ils sont hyper, ils sont hyper contents de partager ce qu'ils savent. Et il ne faut pas hésiter à aller leur parler, en fait. Mm, carrément. Bah, ça, c'est un autre sujet. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec ça, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est aujourd'hui ultra puissant, c'est gratuit. Enfin, c'est super important, c'est vraiment super important, quoi. Bah, toi, tu pourras pas, on pourrait presque en parler avec toi, Yann, parce que tu postes vraiment beaucoup et j'imagine que ça te donne pas mal d'opportunités pro et même plus que ça, quoi. Ouais, D'échanges, tout de à fait. partenariats, tout ce que tu veux. Donc, ouais, super intéressant. Stéphane, tu avais marqué, j'ai mis mobile mondialement, ça passe. Je pense que ça peut passer, mais à mon avis, si tu es plus précis, ça aide aussi les recruteurs à se décider. Parce que est-ce que ça veut dire que si demain je te propose un poste à, je sais pas, en Inde, tu acceptes sans problème? Ouais, en direct, Ok. carrément. Mobile mondialement dans l'heure. Bah écoute, pourquoi pas, mais après, ça suscite la curiosité. Donc, si ça passe, tu auras des questions sur ça, j'imagine. Personnellement, je privilégierais un peu plus de précision, quoi, pour, euh, pour que le recruteur il ait plus de points de repère. Mhm. Si tu as peut-être des préférences, tu peux le hiérarchiser comme ça. Est-ce que tu as des endroits que tu cibles plus que d'autres? Et après, tu peux dire que tu es ouvert mondialement. Ok. Et du coup, pendant Ok. l'entretien, ils t'ont parlé de ça ou pas? Si tu veux, tu peux parler, hein, si tu préfères, elle était amusée. Ok. Et Ouais. voilà, elle Pas, était, pas, pas elle était impossible. amusée, elle était. Ouais. Bah Et écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? est-ce que tu as des Vas-y, Yann. destinations que tu privilèges du coup ou pas du tout? Moi, je suis ouvert à l'Europe
dans sa grande partie, Amérique du Nord, Asie. Ah, dans sa grande partie, donc ça veut dire qu'il y a déjà des coins en Europe où t'es pas ouvert. Bah, j'irai pas en Ukraine, quoi. Ah, Ouais. J'avoue que. Mais quand j'envoie mes CV, je sais à qui je les envoie. J'envoie pas. Enfin, en général, c'est pour un poste précis. hmm. Dans mon ancien métier, j'envoyais partout. C'était pas vraiment pour des postes précis, c'était plus des candidatures spontanées. Là, en Ok. tant que développeur, je suis quand même plus obligé de suivre, enfin de chercher des postes déjà proposés et Mhm. donc Ouais. d'envoyer pour des postes précis. Mais alors là, il faut penser à autre chose. C'est que si ton CV passe pas forcément le premier tri, tu peux être recontacté pour des offres ultérieures. Les bonnes entreprises, elles vont te mettre en vivier et se dire, ah bah tiens, en fait, on a un poste qui ouvre là-bas, on a peut-être quelqu'un qui pourrait correspondre à ça. Et si tu es déjà dans le vivier, ils vont te contacter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le préciser quand même, pour être Ouais, toujours honnêtement, apparaître mis à dans. part si c'est en guerre, moi, Ouais, t'as n'importe où, pas ça me va. de. J'ai pas de. Ok. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce côté pertinence, dès que tu postules, tu pourrais mettre full remote ou l'endroit où l'offre est, tu vois, histoire de montrer que tu es prêt à te déplacer et à être sur place. Alors, autant je viens d'un environnement full remote, autant pour le développeur, les 2 premières années, j'ai envie d'être en entreprise. Je pense Ouais, que j'apprendrai je beaucoup comprends, mieux je comme comprends ça. complètement. Je comprends complètement. Ok, ok. Bon, bah, merci pour ton intervention, Stéphane. Euh, J'enchaîne un petit peu parce que l'heure tourne. C'est possible de faire un laïus ou un à propos de vous qui résume ce que vous cherchez de manière claire en quelques lignes. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut être un plus pour mieux vous connaître. Et on peut parler un peu de son passé ou de ce qu'on a fait avant, de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous voulez faire. Là, j'ai mis un petit exemple un petit exemple que je trouvais sur un site que je trouvais pas mal. Alors moi déjà, Qui... il y a des choses qui me sautent aux yeux, qui me font un peu hérisser. Ah ouais? Alors vas-y, Bah, dis-moi. diplomate, dynamique. Bon bah là, on est complètement dans le déclaratif. Moi, c'est le genre de choses, je lis ça, je fais ouais bon d'accord, bah, si tu le dis. C'est littéralement ce qui, je me dis littéralement, ok si tu le dis et ça va pas plus loin. Par contre, vous pouvez parler, de faire un petit laïus sur soi, c'est hyper cool. Et surtout, si vous parlez de votre vision du métier, en fait. Parce qu'on n'a pas tous la même vision du métier, on Ah, n'a pas tous carrément. de ce que vous voulez apprendre, de ce que vous voulez faire. Et ça peut faire vraiment la différence. Je parle par rapport au recrutement. Moi, il y a plein de gens qui sont pas du tout comme moi orientés vers l'expérience candidat. Et c'est ce qui fait ma différence, même en tant que junior, c'était que j'étais particulièrement intéressé par cet aspect-là et je le mettais toujours en avant. Et du coup, bah, les entreprises qui étaient vraiment intéressées par cet aspect-là me contactaient en priorité. Donc, n'hésitez pas à parler de vous, mais véritablement de vous, sans chercher à faire de la langue de bois, noyer le poisson, etc. Dites plutôt pourquoi vous avez envie de faire par exemple, si vous êtes en reconversion, pourquoi vous avez envie de faire ce métier, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous avez envie de développer. Ça, c'est des choses qui vont vraiment apporter un plus à votre candidature. Clairement. Surtout que la plupart des développeurs sont en reconversion aujourd'hui, donc faut pas hésiter à en parler, ouais, effectivement. Le but, c'est de mieux vous connaître avec ce laïus, donc n'hésitez pas. Toi, tu préconises vraiment, Yann? Ah ouais, moi je trouve que c'est un super truc, ça donne une petite intro à la personne. Alors là, je vois que la personne, elle a personnalisé en fonction de l'entreprise et tout. Il n'y a pas forcément besoin. Je pense que juste un petit paragraphe sur ce qu'on a envie de faire, pourquoi on est là, une mini lettre de motivation en fait, générique, c'est vraiment pas mal. Ok, trop bien. Je jeterai ça, ce que tu viens de dire sur le doc. Ensuite, on va parler compétences. Les compétences clés, encart super important, parfois aussi pour les bots qui scannent.
Donc, il y a deux types de compétences, celles qui sont très techniques, les hard skills, celles qui sont plus. Comment tu traduirais ça? Savoir-être et soft skills? Le soft skills, ouais, c'est ça, c'est un peu les trucs. C'est C'est difficile à traduire, je trouve, mais ok. c'est un peu l'inné, c'est ouais, c'est le savoir-être. euh, c'est toutes les compétences, par exemple, être patient, organisé, etc. Ça, c'est Ouais, du soft skills. ok. Et donc, ouais, donc là, on va commencer par les hard skills. Donc là, faut pas le noyer. C'est un peu, je pense, un défaut qu'on voit régulièrement, c'est mettre toutes les technologies qu'on a pu voir ou survoler. Faut vraiment mettre celles qui sont pertinentes pour l'offre ou avec lesquelles vous êtes vraiment à l'aise. Euh, donc, on peut mettre des langages de programmation, des frameworks évidemment, les CMS que vous avez utilisés, l'ordre du niveau de maîtrise, donc mettre tout en haut ce que vous pratiquez le mieux, votre stack utilisé. Et ouais, ne pas forcément trop en mettre, mais mettre vraiment ceux qui vous parlent et que vous avez bien utilisés Et dans alors votre projet. après, vous avez la technique d'escroc de Tonton Chirac. C'est là où vous avez des espaces un peu. Vous pouvez écrire en blanc des mots-clés. Comme ça, si vous passez par une machine qui va scanner votre CV, bah, elle va quand même lire les mots-clés, donc vous allez ressortir. Sauf que pour le lecteur, bah, ça ne ressortira pas. Ouais. Donc, C'est comme ça qu'ils faisaient du référencement naturel dans les années, je sais plus combien, voilà. avant Mais de se faire pénaliser. Donc ouais, bon, bon, si vous voulez passer à travers les machines, pourquoi pas faire du vert sur vert ou du blanc sur blanc sans que ça se voit. Mais en tout cas, là, si on n'est pas forcément dans l'escroquerie, mettre ceux que vous maîtrisez vraiment et plutôt dans un ordre de mhm. compétences, on va dire. Enfin, Alors, plus ciblé là sur ce que vous voulez faire, justement, ce qui est en lien avec comment dire, les postes que vous visez et mettre en avant justement ces technologies-là. Si vous ouais, avez envie de travailler sur MySQL, bah, c'est pas la peine de mettre en avant, je sais pas, Redux par exemple. Vous mettez en avant MySQL. ouais. Et important, alors que je vois régulièrement, et tu pourras nous dire ton avis, les auto-évaluations sur je maîtrise React à 75% ou mettre des étoiles, j'ai l'impression que c'est quand même assez mal vu, du pur Alors, déclaratif. voilà, c'est hyper déclaratif et surtout, en fait, on n'a pas de référentiel. Ça veut dire quoi? Redux à 75%. En fait, quand on lit ça, je me dis, mais ok, bah, il s'est mis 3 étoiles, mais c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quel est l'ordre de grandeur? Est-ce que c'est parce que du coup, ça veut dire que s'il se met 5 étoiles, ça veut dire que c'est un expert. On est Ouais, d'accord, c'est genre la crème de la crème de. Donc voilà, il n'y a pas d'échelle qui est. Comment dire? Parce que moi, en fait, quand les gens se mettent 5 étoiles, en fait, c'est qu'ils ont une maîtrise, on va dire, ouais, moyenne, en fait. C'est ils pensent avoir les bases et du coup, ils se mettent 5 étoiles là-dessus. Alors que pour moi, pour moi, quelqu'un 5 étoiles, c'est vraiment, c'est Zizou, en fait. C'est ça. Donc, je trouve pas ça très pertinent parce qu'on n'a pas d'échelle de valeur. Ou alors, il faut mettre une échelle de valeur de débutant à expert et dire, OK, bah, j'ai un niveau confirmé, etc., etc. Et en dessous, développer pourquoi on pense être à un niveau confirmé, en fait. Parce que moi, je peux mettre aussi sur mon CV, je suis expert et puis voilà, ça n'a pas trop de poids. ouais. Il faut toujours que les infos dans votre CV aient du poids et que ça ne laisse pas place à du ok, si tu le dis. Ouais, ok. C'est intéressant ça. Je l'ai mis un peu en dessous, l'auto-évaluation n'est pas forcément valorisée. Les soft skills, c'est pareil, elles doivent se retrouver dans les expériences professionnelles parce que typiquement, si tu dis que tu es curieux, autonome, faut que tu puisses en parler, faut que tu dises, faut que tu puisses être baqué un peu par ton expérience, quoi. Et elles sont super importantes pour vous. Alors, je dis généralement qu'il faut en mettre entre 4 et 6 des soft skills et des hard skills chaque fois. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle en fait, c'est juste pour pas être surchargé par ça. Mais quand tu es junior, c'est super important d'utiliser ce que tu as fait avant, ton expérience précédente,
pour faire ressortir des soft skills qui vont pouvoir être réutilisés dans ton milieu, dans ton futur métier de développeur. Alors, Eva dit, il m'est arrivé de voir mes étoiles directement dans les annonces. Alors, c'est-à-dire, Eva? Des étoiles. Mais c'est pas impossible ouais, que le recruteur il ait mis aussi des pourcentages. C'est pas forcément de la bonne pratique. Oui, ça dépend toujours. C'est ça le problème. C'est tellement fluctuant que. Ah, ok. Ouais, mais tu vois, typiquement, ça veut dire. Est-ce que toi, quand t'as lu ça, est-ce que ça t'a parlé concrètement? Est-ce que tu t'es dit, ok, ils veulent tel niveau, quel niveau ils mettent? S'ils veulent quelqu'un 3 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un 3 étoiles? Voilà. Tu Ouais. vois. C'est pas ultra clair, c'est clair. De toute façon, le but, c'est d'apporter un max de clarté, de pertinence. Donc, ah, ça t'a fait rire. Voilà, ça fait rire, tant mieux. Hein. Je sais pas si c'est. Enfin, en tout cas, si vous devez mettre un niveau ou si vous devez mettre quelque chose, faut que ce soit clair. Typiquement, là, je parle des langues derrière. Il y a un référentiel commun qui sont généralement le TOEFL et le TOEIC ou des niveaux A1, B2 qui parlent. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. On dit, voilà, je parle anglais courant, TOEIC 880, on pourrait mettre 880 sur 900, qui serait encore plus pertinent. Mais au moins, on se dit, bon, il a de sacrées bases pour pouvoir parler anglais. En plus, c'est assez valorisé dans ce milieu. Euh, Moi, je dirais que sur les hard skills et les soft skills, soit on met rien, soit si c'est possible de dire, de mettre en avant un niveau, que ce soit concret pour le recruteur, on peut y aller. Alors, on va passer à la suite sur les expériences pro. Super important, mais vous n'en avez pas forcément beaucoup en tant que junior. Les expériences, elles sont là pour montrer que vous êtes en capacité de gérer les missions que vous allez avoir. Donc, elles peuvent être toutes bonnes à prendre, même celles qui sortent du métier. Parce que bah, si ça montre que vous êtes en capacité de gérer les missions que vous allez avoir, même si ce n'est pas des missions de dev pur et dur, ça peut être intéressant. Alors, comment détailler une mission? N'hésite pas à me dire, Yann, si tu vois autre chose sur ça. Un titre qui résume la mission, les technologies utilisées avec la raison de leur utilisation, quelles fonctionnalités ont été abordées. On peut en parler, on peut détailler, on peut faire une ligne dédiée à chaque fois. Comment le projet a été réalisé? Est-ce que c'était en solo, en équipe? Quel type d'équipe? Quelle taille? Comment c'était structuré? C'est super important aussi pour le recruteur. Et bah, quand et combien de temps ça a duré? Ouais, ça me semble pas mal. L'idée, c'est de mettre des datas qui soient les plus pertinentes possibles pour donner un ordre de grandeur à la personne de ce qu'on a fait. Typiquement, moi, je suis recruteur. Quand j'étais recruteur dans l'intérim, je devais faire 1 à 2 recrutements par jour. Je suis passé en cabinet, je suis passé sur un rythme de 1 à 2 recrutements par mois. Donc, il y a un contraste, c'est le même métier, mais c'est pas du tout la même façon de faire, c'est pas du tout le même rythme, etc. Et il y a d'autres cabinets où ils vont avoir, pareil, beaucoup plus de recrutement à faire par jour, un rythme beaucoup plus élevé que ce que je pouvais avoir, parce qu'ils étaient sur des profils beaucoup plus simples à trouver, alors que moi, c'était des chasses très longues. Donc, il faut toujours préciser, donner du contexte à la personne. Clairement, clairement, clairement. Alors, en dessous, je vous montre un petit exemple. Alors, juste avant, mettre en avant les soft skills développés dans ces missions et surtout, alors pour les juniors, comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience pro, utilisez vos projets perso ou ceux que vous avez réalisés en études. Super important de les mettre en avant. Et donc là, 2 exemples, toujours. Donc là, bon, ça détaille les technos utilisés. Qu'est-ce que c'était? Méthode agile avec 5 développeurs, méthode Scrum, voilà. C'est intéressant. Autre façon de voir les choses, présentée par Writers,
C'est conception en solo, la date, API REST, backend en PHP et Symfony. Voilà. C'est clair, c'est précis. On pourrait presque aller plus loin, mais en tout cas, ça décrit vraiment les missions que vous avez faites. Et dans ces expériences, pour résumer, il faut montrer sa capacité à soulager les seniors dans leur tâche, sa capacité à monter en compétence et être rigoureux, et montrer, alors ouais, dans les expériences, ça, c'est pas forcément mis en avant ici, mais aujourd'hui, c'est... Alors, pour en parler, c'est pas mal avec les CTO, je vais plus parler avec les CTO plutôt qu'avec les recruteurs, mais c'est important aussi, c'est montrer que c'est un métier qu'on aime. Donc, le fait de faire des expériences de son côté, le fait de s'auto-former sur d'autres sujets, le fait d'écrire, d'avoir un blog, c'est un énorme plus. Ça montre que vous aimez ce métier, que vous êtes passionné et ça vous fait ressortir par rapport à la masse. Oui, parce que là, on est un peu dans un moment où il y a beaucoup de gens qui qui se reconvertissent dans le dev par opportunisme, en fait. Et donc là, c'est votre moment à vous pour vous démarquer, de montrer, bah, moi, je fais pas juste ça pour l'argent. Il y a un vrai intérêt, un vrai intérêt derrière, et ça va faire une différence. D'autant plus que là, les développeurs ont de plus en plus cette casquette, on va dire, de mercenaire un peu, qui commence à être vraiment vu comme ça. Là, dire, bah, je suis pas juste là pour l'argent, j'ai des choses que je veux apprendre parce que ça me plaît, ça me plaît, ça va rassurer un petit peu la personne aussi. Ouais, carrément, carrément. Donc, pas hésiter. On va aussi essayer de faire des ateliers astuces chez Modulo parce que enfin, le dev, faut montrer que vous aimez ça. Faut pas hésiter à aller chercher, enfin, à dépasser uniquement la fonction un peu technique, quoi. Et puis voilà. Et donc, je sais pas si on a tous une vision mercenaire du métier, mais en tout cas, ça permet de casser certains a priori et vraiment de vous mettre en avant par rapport à tous les juniors qui arrivent sur le marché. Non, je pense pas que les développeurs aient particulièrement une vision mercenaire du métier, même s'il y en a beaucoup qui l'ont de bah, je vais chez le plus offrant, mais c'est l'image qui est en train de se construire du coup autour de ça, où il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à dire bah ouais, on va le prendre 6 mois, puis en fait dans 6 mois il va partir ailleurs, etc., parce qu'il sera mieux payé. Si on montre que l'argent c'est pas le seul facteur de motivation, ça va rassurer. Ouais. Et moi, je commence à vivre un peu la même chose là en tant que recruteur, où c'est pareil, en tant que recruteur, on commence à être un peu demandé. Bah, y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le recrutement par opportunisme parce qu'il y a de l'argent à se faire facilement. Et du coup, il y a tout, en fait, des gens qui savent pas faire et qui sont là juste pour l'argent. Vous, il faut montrer que vous savez faire. Alors après, quand je dis qu'on n'est pas juste là pour l'argent, on s'entend bien, hein. On fait notre métier pour gagner notre vie et pour manger à la fin du mois. J'en suis bien d'accord. Mais montrer qu'il y a un peu plus d'intérêt derrière que simplement c'est de l'argent facile. Très bon point. Très bon point. Hop. Ouais, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Je pense pas que c'est de l'argent facile. Non, effectivement. C'est pas, alors, surtout quand tu es junior, c'est pas de Non, non, l'argent non, oui. facile. Mais à partir d'un certain moment, on est ultra demandé et les prix C'est deviennent ça. fous. C'est ça. C'est que tu passes très vite dans dans des niveaux de rémunération qui sont très, très élevés. On va tourner. Là, il a signé à combien, mon pote? Avec 5 ans d'expérience, on arrive rapidement à des 70K sans problème. Même plus. Donc, c'est par rapport à la moyenne nationale, c'est vraiment de l'argent facile, entre guillemets. C'est pas non plus. Faut quand même travailler, il y a du chemin à faire, mais c'est une voie qui donne accès à des postes bien rémunérés. Et même en sortie d'études, au final, des juniors, on va être aux alentours de 30 et quelques. Quand je sortais de formation RH, j'étais pas du tout sur ces niveaux de rémunération-là, hein.
Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est un vrai truc, c'est que on a fait miroiter, et ça, c'est un problème des écoles qui font notamment les bootcamps, qui disaient venez, faites devenir développeur, en 6 mois, vous le devenez. Et il y Mm, avait mm. pas mal de poudre aux yeux sur ça, sur vous allez bien gagner votre vie très vite, vous allez pouvoir vous mettre en full remote. C'est pas vrai au départ. Ça l'est dès que, en fait, bah, vu que tout le monde veut des seniors, aujourd'hui, ils sont ultra demandés et ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. C'est une loi du marché, bon, c'est comme ça. Ouais, ça l'est à partir du moment où tu as prouvé que tu savais que tu sais faire ce que tu fais, en fait. C'est Ouais. ça que tu es sorti un peu de la masse. Mm. Mais bon, là, on n'en est pas encore là. On est Ouais, encore au non. niveau junior. Et voilà. Bon, alors du coup, ça Mais c'est c'est pour bien le. d'avoir conscience de sa valeur aussi en entretien. Il faut aimer ça. Oui, c'est vrai que bah, c'est mieux d'aimer son métier. On n'a pas forcément le choix de ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'aimer son métier. Si on en parle avec passion, qu'on est passionné par ce qu'on fait, c'est toujours mieux. En entretien, bah, ça va se voir tout de suite. Quelqu'un qui a la flamme, entre guillemets. Ouais. Mais ça, malheureusement, Ouais, mais tout le monde l'a après, pas, effectivement. je comprends qu'il y a des gens qui se reconvertissent comment dire, dans le développement parce que ça va leur donner des possibilités qu'ils n'auraient pas ailleurs, hein. Je blâme pas du tout ces gens-là. Mais pour ceux qui sont vraiment passionnés par ça, il faut justement le faire ressortir. Clairement. Bon, du coup, je vais enchaîner. Sauf si vous avez des questions sur cette partie-là, on est passé peut-être un peu vite, n'hésitez pas, et puis on pourra y répondre. Pour la partie formation, alors, elle est super importante en fait, elle est quand même importante quand tu es junior, parce que du coup, il faut quand même que tu mettes en avant cette base technique que tu as, mais toutes ne se valent pas aux yeux des recruteurs, pour avoir lu pas mal de blogs autour de ça. Évidemment, les formations longues universitaires doivent être mis en avant, sont mises en avant souvent. C'est vrai qu'un bootcamp de 3 mois ne sera pas du tout valorisé pareil qu'une école informatique de 3 à 5 ans. Quoi qu'il arrive, si vous avez fait des formations longues universitaires, même si ce n'est pas forcément informatique, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Pour les bootcamps, euh, c'est moins reconnu par les recruteurs. Mais c'est quand même super important de mettre le temps de formation, ce que vous avez appris, vos spécialités, les projets que vous avez faits, et en gros, tout ce qui permet de différencier les autres formations. Les recruteurs connaissent pas vraiment tous les bootcamps, mais si c'est un bootcamp, parfois, soit parce qu'ils ont été briefés ou autre, ils sont un peu attentifs, ils se disent, OK, donc là, peut-être faire un peu plus gaffe, qu'est-ce qui a pu être fait autour. Donc, vraiment mettre en avant ce qui différencie cette formation et tout ce que vous avez fait et les projets réalisés. Et enfin, les formations en ligne, il faut les mettre en avant, mais forcez pas forcément trop les détailler. Ça montre aussi votre motivation et votre envie de progresser de votre côté parce que vous continuez à vous former, quoi. Donc ça, c'est super important de les mettre, mais elles ont moins de valeur. Donc là, je les ai mis dans l'ordre de valeur pour les recruteurs. N'hésite pas à infirmer ce que je dis. Là, c'est vraiment de la lecture que j'ai eue et des lives que j'ai vus avec des recruteurs IT qui m'a fait, qui m'a fait dire ça. Mais bon, dans tous les cas, il faut mettre en avant ce que vous en ressortez, que ce soit en hard ou soft skills. C'est plus difficile de sortir des soft skills là-dedans, mais en tout cas, dans les compétences techniques, c'est important de tout mettre en avant. Hop, là, un petit exemple. Une école labellisée, pour la différencier, ce que vous avez fait. Voilà, ça c'est un exemple. T'as des remarques là-dessus ou pas, Yann? Non, non, je suis assez d'accord là-dessus. Faire des formations, comment mettre les formations en ligne en avant, il y en a tellement. Bah, Typiquement, ouais, tu vas-y, vas-y. parles de ce que tu as appris dedans, de si tu t'es spécialisé sur quelque chose. C'est montrer en fait les blocs que tu as pu apprendre. Oh, mais c'est pas un problème qu'elle soit courte. C'est pas un problème. Si c'est. Alors, si tu as appris par exemple PHP en 2 semaines, ouais, ça risque de faire court. Mais si tu te spécialises sur un truc en particulier, ça me choque pas, tu vois, que la formation soit courte.
Si je fais par exemple un atelier sur l'annonce, l'atelier va durer une journée. Bah, tu auras quand même suivi l'atelier, tu auras quand même eu le savoir, etc. Ça va pas demander une formation de 2 ans. Donc, il faut voir aussi, est-ce que c'est raccord avec le savoir que tu as pu engranger, en fait. Clairement. Ouais, alors, attends, pour enchaîner avec Christophe, ouais, c'est tout casé sur un CV. Donc, ouais, encore une fois, il faut prendre ce prisme de la pertinence. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre, enfin, tu as une formation Open Classroom, Udemy, où tu as appris vraiment quelque chose de particulier dessus, n'hésite pas à le dire, quoi. Pas non plus faire une liste trop longue, mais il y a un côté, le fait de finir des formations en ligne, ça montre une motivation aussi. Donc, faut pas hésiter à les mettre. Et Bon, ouais, vas-y. dans le CV, il faut orienter ton CV en fonction des entreprises que tu vises. Si tu vises un poste pour du front, bah, les technologies back, elles peuvent être un peu mises en retrait, en liste, voilà, et ça va pas plus loin. Mais si tu te concentres sur le front, là, tu mets toute cette petite formation. C'est toujours l'idée de ce que je raconte doit être pertinent avec l'offre à laquelle je postule. Clairement. Et toi, pour toi, Stéphane, t'as trois diplômes universitaires. Moi, clairement, là-dessus, moi, je te dirais de les mettre en avant, quoi. Mm, mm. Dip- Alors, essayer de mettre ça en raccord, faudrait qu'on puisse en parler de ce que tu as fait. On n'aura pas forcément le temps parce qu'on est quasiment à la fin de l'heure, on va dépasser un tout petit peu. Mais à mon avis, je peux les mettre sous forme de liste reprenant juste le nom. Déjà, ce serait une bonne base. À mon avis, faire une petite phrase en dessous pour expliquer ce que ça veut dire, ce que ça implique comme investissement et ce que tu as pu en apprendre, c'est intéressant quoi, pour un recruteur. Il faut voir la place que ça prend dans ton parcours, en fait. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles où tu as juste, par exemple, passé ton diplôme et derrière, tu t'es complètement réorienté parce qu'en fait, tu t'es rendu compte que ça ne te plaisait pas, ou est-ce que ça représente vraiment une partie de ton parcours professionnel? Moi, j'ai fait plein de formations, j'en ai plein qui n'apparaissent pas dans mon CV parce que ça n'a pas de rapport avec ce que je veux faire. J'ai fait une formation de designer graphiste, je ne la mets pas dans mon CV. J'ai fait une première année de fac d'anglais, ça n'apparaît pas dans mon CV, etc. Faut voir la pertinence entre ton parcours et le poste. Donc toujours ce prisme. Ouais, c'est ça. Juste pour finir, importance, parce que le design du CV, c'est bête, hein, mais la forme et le fond sont ultra importants, surtout si le temps est limité pour juger des candidats. Un bon design, un bon sens du détail, une bonne manière comment dire, spécifier et surtout prioriser les informations, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, faut jouer sur les titres. Donc, là, j'ai mis des HN, mais des titres. Potentiellement la colorimétrie, une colorimétrie cohérente, les fontes, enfin les polices entre elles, les écarts de marge à droite et à gauche, pour pas qu'il y ait que ce soit trop en décalage, qu'il y ait un bon alignement des textes. Ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire des choses sur vous, sur votre rigueur, sur comment vous pourriez appréhender un projet quelque part. Parce que c'est comme ça que vous vendez. C'est une vitrine de vous, c'est. Alors là, je suis à moitié d'accord. Ah ouais? Ouais. Moi, je Parce le que vois comme ça ça fait, aussi. ça fait partie des choses où les gens déterminent c'est l'effet, alors je sais plus comment ça s'appelle, le biais, où tu prends un aspect de la personne pour en tirer des conclusions qui n'ont rien à voir. Et du coup, sur le CV, en fait, on leur demande pas d'être designer, tu vois. Donc, c'est normal qu'ils aient pas des connaissances de design. C'est le problème avec les CV, c'est ça, c'est que, en fait, on va dire, bah ouais, mais il a mal fait son CV. Mais oui, mais je m'en fous, il est pas designer. Je le prends pas pour être designer, je le prends pour être développeur. Donc, t'as ce biais de
bah, il sait bien faire un CV, donc c'est quelqu'un de carré, machin, blabla. Pas forcément, c'est peut-être juste quelqu'un qui a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est designer, qui l'a conseillé sur comment faire son CV. Et s'il avait fait une liste noir sur blanc sans mettre de trucs, de fioritures autour, ça n'aurait rien changé à la qualité de sa candidature. Ça, c'est un biais qui est très fort dans la sélection des CV. Mais c'est bien que tu en parles parce que du coup, tu vois, ça veut dire que ce biais existe et qu'il faut en prendre conscience aussi. Là, c'est de se dire, bah, ouais, j'aurais quand même plus de chances d'être retenu avec un CV qui est un peu coloré, etc., plutôt qu'avec un CV noir et blanc. Mais c'est un peu ça, en fait. J'ai conscience que la forme ne vaut pas le fond. Mais aujourd'hui, tu cherches à te démarquer par rapport à une masse, quelque part. Donc, c'est super. Moi, je trouve ça super important. Aujourd'hui, avec des outils, il y a tellement d'outils aussi je dis pour pas aider. que c'est pas important, mais je dis que c'est. Et t'es C'est pas un obligé peu. d'avoir des. Tu vois, d'avoir. Là, c'est pas ultra designé, mais c'est carré, quoi. Et je pense que ce Mais côté carré, il est important. C'est pas du design pur, mais réussir à mettre en avant ce côté. Ok, je hiérarchise l'information, et mon CV, il représente un peu une rigueur dans l'ajustement des choses. Ça a de l'importance, quoi. Ouais, mais là, je pense que c'est parce qu'on accorde beaucoup trop d'importance au CV. Très clairement, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que il faut que je retrouve le nom de ce biais parce que ça va me prendre la tête sinon toute la soirée. Mais de vraiment se dire, ok, bah, la personne, elle a fait un CV carré, donc c'est quelqu'un de carré. C'est faux, en fait. Il y a pas de liaison entre les deux, tu vois. Il y a plein de raccourcis qu'on va faire comme ça. Et ça, c'est des choses qui mais c'est bien En que fait, tu le soulignes parce que c'est des choses qui existent. moi, je le vois plutôt à l'inverse. C'est que si tu le fais pas, si tu as des textes qui sont pas alignés entre eux, tu vois, si tu as un texte que tu as une marge différente alors que c'est plus ou moins la même information, je me dirais plutôt, ok, c'est une personne qui fait pas forcément l'effort d'avoir, qui fait pas forcément d'effort. Tu vois, pour moi, c'est une sorte de base à avoir. Ouais, moi je suis pas. Je comprends la vision derrière, mais je pense que c'est parce que c'est une vision qu'on nous a un peu inculqué, de dire bah, quelqu'un qui est Sûrement pas ça, bien tout Benjamin. aligné, etc. C'est quelqu'un qui est pas sérieux, alors qu'en fait, on n'en sait rien. C'est vraiment ce côté tiré Je sais de. Tu pas. vois, moi j'en parle parce que ça m'est déjà arrivé dans mes expériences où la personne me dit ah bah vu votre parcours, vous n'êtes pas quelqu'un de résilient. Et je fais mais bah, comment vous pouvez dire ça et tout parce que tu pars d'un bout de papier pour déterminer de la personne une caractéristique. Et là, c'est problématique dans certains problèmes. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire dans le côté, bah, s'il fait pas l'effort de mettre 2 lignes, comment dire? 2 lignes sur le même niveau, etc. Alors, peut-être plus parce que là, on a le biais aussi de l'univers dans lequel on est, dans la tech, donc les gens sont censés savoir se servir d'un ordinateur. Mais par exemple, des gens qui ont pas d'ordinateur chez eux, etc., faire de la mise en page, bah, c'est pas donné à tout le monde, tu vois? Mais oui, mais c'est pas pareil. Ouais, mais tu vois, il faut prendre, il faut réussir à prendre un peu de hauteur par rapport à ça mais je comprends tout à fait ton point de vue. Ok. Bon, en tout cas, bon, moi je le vois un peu comme ça, mais on peut avoir deux visions différentes. Juste, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et même si j'ai pas forcément la bonne approche, je sais que c'est une approche qui est partagée par pas mal. Ouais, je sais, atypique. Mais en fait, je serais plutôt d'accord avec ça. Le truc, c'est qu'il y a tellement de boîtes encore qui recrutent sur CV qu'il faut avoir cette arme de son côté Ouais, si on veut tout à pouvoir fait. faire décoller sa carrière, quoi. C'est ce Juste qu'on pour disait au finir. départ, Ouais, vas-y, c'est je t'en prie. d'avoir conscience que les règles, elles sont un peu cheloues et de devoir jouer selon ces règles, malheureusement. Ouais, carrément. Et donc, ouais, pour finir, je vous ai mis je vais vous partager
la page Notion. Je vais rajouter ce que tu as mis pour faire les avatars, mais plusieurs outils qui permettent facilement d'avoir des polices qui fonctionnent ensemble, des couleurs qui fonctionnent ensemble. Canva, j'imagine que la plupart connaissent ici, mais il y a plein de templates de CV gratuits qui sont pas mal, qui permettent de faire un CV rapide, pas un CV de designer, mais un CV qui fonctionne facilement. Et je vais mettre le lien vers la construction d'un avatar. Juste pour finir. Alors, bon, là, il y a un exemple de CV qui a été fait par Géry Dumont. Vous pourrez regarder. Ça reste une étape cruciale aujourd'hui. On est d'accord, c'est pas forcément la meilleure façon d'évaluer des candidats, mais ça reste un must-have. Donc, il faut avoir un CV. Pour pouvoir l'évaluer, avoir son pote qui dit qu'il est bien ou autre, bon, ça compte pas vraiment. Il y a un seul retour qui compte, c'est est-ce que vous êtes rappelé ou non avec ce CV-là, et si vous êtes tout le temps rappelé, peut-être qu'il fonctionne. En tout cas, il faut faire en sorte de respecter les règles, même si elles vous semblent pas bonnes, pour pouvoir réussir à avoir un max de chances de vous montrer et ensuite d'avoir de l'humain en face de vous et du coup avoir un entretien. Alors, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, on en parlera. Comment contacter les recruteurs, comment faire de la bonne prospection, est-ce qu'il faut relancer ou non. Ça, c'est d'autres sujets, mais en tout cas, c'est super important d'avoir un bon CV. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Yann, sur tout ça? Un mot de la fin, non, bon courage, parce que je sais ce que c'est de repartir en tant que junior dans un métier. C'est pas toujours évident. On se demande si on a fait le bon choix, etc. Si on va beaucoup douter de notre capacité aussi dans le métier. Donc, il faut jamais perdre confiance en soi, quoi qu'il arrive. Et puis bon courage surtout. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. L'idée c'est de trouver, voilà. Essayez plutôt que de faire de la masse, essayez plutôt de trouver des entreprises qui vous correspondent, etc. Ouais, Ouais, c'est tout à fait, le clairement syndrome de l'imposteur. Alors, c'est encore différent du syndrome de l'imposteur. C'est vraiment quand on est beaucoup en recherche, il y a un moment où on commence à se dire, je trouverai jamais, etc. C'est qu'il y a un problème. Mais il faut avoir conscience que le marché est pas facile avec vous. On va trouver des solutions, il faut garder la motivation. J'en parlais, je sais pas si elle est là, Sandra, ce matin avec elle. Là, il y a 6 mois qui vont être difficiles dès que tu sors de formation. 6 mois, 1 an, il faut garder la foi, il faut avancer, il faut pas hésiter et il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir des entretiens et avoir sa première mission. Le CV, c'est une arme, il y en a d'autres. Et on va essayer de toutes les démystifier chez Modulo pour que vous puissiez maximiser vos chances et avancer, quoi. Et puis si jamais, vous pouvez venir me poser des questions sur LinkedIn. Ça bouge plus? Plus ou plus? Plus, je pense. Sur quoi? Tu parles de quoi, Benjamin? J'arrive à parler simple, sur le fait que justement ça évolue un petit peu les aspects de comment sont considérés les juniors et comment les recruteurs aussi voient l'étape de recrutement justement. Ils accordent moins d'importance à certains critères qu'ils avaient avant, ils s'ouvrent à peut-être un peu plus de critères. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ah ouais? Et c'est super intéressant. Peut-être qu'ils sont un peu plus, peut-être qu'ils sont obligés de revoir un peu parce que ils ont tellement mis d'offres qui étaient un peu improbables et du coup ils trouvaient vraiment pas de candidats. Je sais qu'il y avait une vraie souffrance sur de ça, donc c'est top de se dire qu'aujourd'hui les juniors sont considérés quoi. J'espère qu'en tout cas c'est une vraie tendance. Ça commence. Après, avant que ça soit réellement le cas, il y a peut-être encore un fossé. Ouais, ça s'enclenche petit à petit, mais il y a un changement par rapport à ça. On voit des entreprises qui recrutent justement, qui ne recrutent plus sur CV, ce genre de choses. Au niveau de la qualité des annonces aussi, ils ont commencé à vraiment se remettre en question. Voilà. C'est là où je vois qu'il y a un petit peu de changement depuis 2 mois. Tu veux dire au niveau de la qualité du recrutement en général? Oui, clairement. Le niveau est en train de monter parce que c'était affligeant jusqu'à présent.
et que là, avec la guerre des talents, ils sont obligés de monter en compétences. Il n'y a pas le choix. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui. Je suis désolé pour tout le monde, va falloir que j'arrête le live. Si vous voulez, on va refaire des ateliers peut-être qui seront plus coaching, vraiment plus sur vos CV pour pouvoir les booster. Là, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps de présenter la méthode, tout ça, mais c'était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le réseau. Comme ça, je pourrais les transmettre à Yann. Yann, peut-être que je t'intégrerai sur le réseau aussi, si tu veux. Et puis, on se voit bientôt pour faire une session plus coaching, ça va. Hop. Vous pouvez me retrouver. Ah ouais, t'as mis ton profil, nickel. Ouais. Top. Bon, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, c'est sympa. Et puis, bah, on s'en fera ça, alors je sais pas quand, mais dans pas très longtemps. Je pense. Je vais pas faire de fausses promesses, mais dans pas très longtemps. Ok. Eh ben, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Yann, de ta dispo, c'est très cool. Pas de puis, bah, on se voit bientôt. À la prochaine, bonne soirée. Salut.